Bon, bonsoir à tous et Bonsoir. bienvenue à notre traditionnel webinaire. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de discuter d'un sujet intéressant parmi les différentes recommandations qui sont sorties très récemment. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons invité le docteur Comboris, qui est fait lors de cardiologie interventionnelle et qui est au CHU de Lille et qui va nous entretenir sur les nouveautés sur les syndromes coronariens chroniques, en disant bien évidemment qu'on va pas balayer toutes les recommandations parce qu'il y en a beaucoup, mais qu'on va insister sur l'essentiel, ce qu'il faut retenir en pratique courante. Donc, merci de vous être connecté. Docteur Combory, je ne sais pas si on peut démarrer. Dès que tu es prêt, on peut commencer. Je Ouais. vous prierai de garder le micro éteint quand vous vous connectez. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser sur le chat et on pourra répondre à la fin. Docteur Boris, vous avez la parole. Merci, docteur Mazou. Je pense que je me fais bien comprendre actuellement. Euh, Merci pour l'honneur que vous m'offrez ce soir de parler d'un sujet assez complexe comme celui-là, notamment les repos de 2024 sur la gestion des syndromes coronaires chroniques. Pour ceux qui ont été un peu attentifs, au courant de l'année 2023 également, il y a eu des recommandations de l'ACC sur le même sujet et on s'en doutait bien que l'ESC allait s'arrimer à plein de choses qui ont été dites à ce niveau. Euh, Juste en guise de rappel, les différentes classes de recommandations et les niveaux d'évidence qu'on abordera au fur et à mesure. Donc, s'agissant du syndrome coronaire chronique, la plupart, en fait, ça a commencé à être vraiment mis en évidence au courant des records de 2019 parce qu'avant ça, on parlait soit des infarctus, syndrome coronaire aigu et on considérait que le reste, c'est la maladie coronaire stable. Mais sauf que avec les records de 2019, on a commencé à bien faire la part des choses et de telle sorte que dans les recos de 2023, effectivement, la définition est un peu plus claire et on considère que le syndrome coronaire chronique, c'est un ensemble de présentations cliniques ou de syndromes qui surviennent en raison d'une altération structurelle et ou fonctionnelle liée à une maladie chronique des artères et ou de la microcirculation. Donc, là, on tient bien compte que le phénomène peut être, ces altérations peuvent être transitoires ou réversibles, notamment en ce qui concerne le mismatch apport et perfusion et demande. Donc, euh, dans ces différentes présentations cliniques, on en a cinq majeures qui ont été bien identifiées cette fois-ci, qui peuvent entrer dans les syndromes coronaires chroniques, notamment le premier cas de figure, c'est le malade qui va avoir ses douleurs thoraciques ou bien ses équivalents langoureux avec la présence d'une réelle maladie obstructive des vaisseaux. Ça peut être un malade qui a déjà eu un infarctus avec revascularisation ou pas, mais qui est dans la phase stable. C'est inclut également les malades avec une dysfonction ventriculaire gauche d'origine dont on a confirmé l'origine ischémique. C'est les malades qui auront probablement des angines, mais chez qui on ne retrouvera pas de d'anomalies obstructives du point de vue anatomique. Et enfin, ce sera le patient symptomatique, mais qui aura asymptomatique, mais qui aura une anomalie du point de vue anatomique. Et dans ça, les différents mécanismes en fait, les mécanismes majeurs qui ont été décrits, c'est effectivement soit l'atteinte des vaisseaux épicardiques, tel qu'on connaît effectivement dans la maladie coronaire chronique, qui inclut ça peut être du point de vue structurel ou bien une altération fonctionnelle,
structurelle, notamment principalement par l'athérosclérose, tandis que fonctionnelle, ce sera essentiellement le vasospasme. Et l'autre partie, un peu plus compliquée, c'est l'atteinte de la microcirculation, dont on reviendra peut-être ultérieurement. Donc, au courant de ces recommandations, effectivement, on nous propose une approche par étape. Donc la première partie, en fait, qui est résumée sur cette diapo où on voit les différentes étapes à suivre pour devant un malade chez qui on est suspect d'une maladie coronaire, d'un syndrome coronaire chronique, notamment la première étape qui sera l'évaluation initiale au stade de une évaluation approfondie. La troisième, euh, la troisième étape la confirmation du diagnostic et l'évaluation du risque. Et enfin, la quatrième étape qui sera le traitement. Donc, plus spécifiquement, il s'agit de quoi? Il s'agit, au point de l'évaluation initiale, donc, de pouvoir bien prendre en compte une histoire qui sera plutôt bien détaillée. On devra bien ressortir les différents éléments caractéristiques, les symptômes caractéristiques, pouvoir bien les détailler, faire ressortir les facteurs de risque cardiovasculaire et un examen physique qui permettra de renchérir les arguments en faveur. Donc, à la fin de cette étape, on pourra, en fait, on s'aidera d'un électrocardiogramme, d'une biochimie, notamment celle qu'on connaît habituellement. Les principales intéressantes ici, ce sera d'avoir un LDL cholestérol, un taux d'hémoglobine, une fonction rénale, une hémoglobine glyquée, et plus récemment la place de la CRP ultrasensible qui ont été quand même un peu réajustés parmi les critères. Donc, euh, ça nous permet avec que ces paramètres-là, ça nous permet de dégager trois grandes situations. Donc, pour la première, il n'y a pas d'atteinte cardiaque et dans ce cas, le malade il est mis hors du circuit, donc il n'entre pas dans les critères diagnostiques. Ou alors, c'est plutôt un patient qui va présenter plutôt des signes d'instabilité, notamment des signes d'angine récurrents ou bien de l'arythmie. Et dans ce cas-ci, c'est une situation aiguë, il est plutôt ramené vers les urgences. Donc, s'il n'entre dans aucune des deux situations, la prochaine étape, c'est de pouvoir aller dans l'évaluation approfondie en sachant que peut-être les points importants concernant l'histoire de la maladie, c'est que habituellement on a l'habitude souvent de parler de douleurs thoraciques typiques ou atypiques. Bon, ici on nous fait comprendre quand même que ce sont des thèmes qui auront tendance à disparaître puisque plein de ces malades qui se présentent à nos consultations, souvent c'est de la douleur thoracique, mais parfois c'est pas que ça. Ça peut être un inconfort thoracique de la dyspnée, mais qui ont des caractéristiques qui sont presque similaires et donc qui devront être bien ressorties. On verra l'intérêt un peu plus tard parce que la caractérisation nous permet effectivement de pouvoir classer le malade dans sa probabilité clinique. Euh, dans, dans la deuxième étape, qui sera l'évaluation approfondie, avec les différents éléments qu'on a, ça va nous permettre de classer, ces éléments nous permettront d'évaluer la probabilité clinique. En plus, maintenant, d'autres paramètres, notamment une échographie de repos qui nous permettront d'avoir des arguments en faveur dont on tiendra compte pour classer. Et donc, à la fin de cela, on aura des malades soit qui auront une très faible probabilité clinique, pour lesquels on n'aura pas besoin de faire une exploration plus approfondie. D'un autre côté, on aura ceux dont même si ils ont une probabilité élevée, qui ont une mauvaise qualité de vie ou bien un pronostic à court terme qui est défavorable et chez qui on n'aura pas besoin d'aller plus loin que ça et se limiter probablement juste au traitement médical. Donc, ceux qui rentreront dans cette phase, il faudra bien évidemment évaluer la probabilité clinique. Sauf que, à la différence des recours 2019, c'est une probabilité clinique qui est pondérée quand même au facteur de risque. Elle tient compte des symptômes que le malade doit présenter. Il y a un système
de cotation. Donc, en fonction du type de la caractéristique de la douleur, ou bien si c'est une gêne thoracique, en fonction de la dyspnée, le patient aura soit 3 points pour l'inconfort thoracique, soit 2 points pour la dyspnée, en fonction des caractéristiques qu'il présentera. Donc, la deuxième étape, ce sera de prendre en compte euh, les facteurs de risque, notamment l'histoire familiale, le tabagisme, la dyslipidémie, l'hypertension et le diabète, qui sont chacun cotés à 1 point. Et donc, on cotera ce paramètre sur 5. Et à la fin, donc, pour évaluer le risque pondéré, ça tient compte premièrement du nombre de points allant de 0 à 3 qu'on a eu à la partie symptômes. Deuxièmement, du sexe. Et troisièmement, maintenant, euh, des facteurs de risque qu'on aura de 0 à 5. Donc, en fonction de ça, sur le petit tableau, on pourra reclasser, on verra dans quel, et de l'âge, on verra dans quel case notre malade se trouve, soit pour le classer en probabilité faible, très faible, faible ou modérée. Donc, une fois qu'on a fait ceci, ça c'est quand même des recommandations de classe 1 qui sont quand même assez fortes. Donc, une fois qu'on a fait ceci, ce risque-là peut être, cette probabilité-là va être réajustée en fonction de nos trouvailles cliniques et paracliniques, d'où l'intérêt d'avoir un électrocardiogramme. Donc, la présence des troubles de la repolarisation, des anomalies à l'échographie, notamment une dysfonction ventriculaire, et si elle est focale, la présence d'arythmie ventriculaire, la présence d'autres paramètres tels que la maladie athéromatoeuse périphérique. Et maintenant, si dans le patient, c'est que le malade a une calcification, des calcifications coronaires préexistantes. La troisième étape, donc, qui, elle, a un intérêt surtout chez les malades qui sont à faible risque, ce qu'on classera entre 5, qui aura un risque évalué entre 5 et 15% d'avoir une maladie coronaire. Chez eux, il y aura tout un intérêt à réaliser un score calcique coronaire pour pouvoir reclasser le malade, la probabilité clinique du malade. Donc, cet examen va permettre de faire sortir en fait ceux qui, rien qu'à la probabilité clinique, sont à risque faible, mais qui en faisant un score calcique, on va se rendre compte que pas de lésion, pas de calcification, donc vont les sous-classer, vont les rétrograder dans les moins de 5% pour lesquels on n'a pas besoin de faire une investigation. Par contre, ça peut aussi reclasser, ça aidera aussi à reclasser si on trouve des calcifications vers un risque soit intermédiaire. Donc, la question, en fait, ce sera, une fois que on sait effectivement que notre patient est dans les moins de 5%, on n'a pas besoin de faire euh, d'exploration approfondie, mais pour les autres, quel test pour le patient devant lequel on est? Donc, c'est ça la partie, en fait, la troisième étape, pouvoir déterminer quel est le moyen diagnostique approprié pour notre malade. En sachant qu'ici, là, on nous offre, en fait, il y a trois grandes stratégies, trois différentes évaluations qui sont possibles, notamment la réalisation d'un un gros scanner, la réalisation de l'imagerie fonctionnelle, myocardique et de la coronarographie. Les trois étant des recommandations de classe 1, mais qui ne sont pas qui ont une spécificité pour chaque patient. Donc, spécifiquement, les patients qui sont si on revient là, si les patients qui sont à risque faible à intermédiaire ont tout à fait une indication à la réalisation d'un coroscanner, tandis que ceux qui ont une probabilité euh, faible à élevée, entre 15 et modérée à élevée, entre 15 et 85% seront plutôt indiqués à la réalisation d'un test d'imagerie, Ouais. un test d'imagerie fonctionnelle. Et d'emblée, chez qui on a une forte probabilité, chez ceux chez qui on aura une forte probabilité, plus de 85%, on ira d'emblée à l'angiographie.
Donc, c'est ça qui est appuyé par les différentes images ci-après. Et donc, en sachant que chez ceux chez qui on propose les tests d'imagerie fonctionnelle, ceux qui gardent, ceux qui gardent vraiment la grosse place, ceux qui sont préférés, c'est notamment l'imagerie de perfusion, parce que eux, ils vont permettre de donner quand même, de quantifier l'ischémie myocardique, d'évaluer le risque et surtout la réserve myocardique, d'où le PET a une p-value un peu par rapport aux autres. Donc, chez ceux chez qui, les patients à haut risque, chez qui on sera amené à faire de la coronarographie, il faudra bien noter que l'utilisation des tests hémodynamiques, notamment la FFR, l'IFR, où les QFS ont quand même une valeur très élevée parce qu'elles vont permettre de décider pour les lésions intermédiaires si la lésion est significative hémodynamiquement ou pas. Donc, une fois qu'on a dit ça, cette image résume un peu ce qui a été dit plus haut. Donc, chez les malades chez qui on aura une probabilité faible, donc entre 5 et 15%, on aura le choix. Ce sera essentiellement le scanner. Ceux avec une probabilité modérée, c'est scanner ou bien imagerie fonctionnelle. Lorsque la probabilité sera élevée, c'est surtout l'imagerie fonctionnelle. Et ceux qui auront une forte probabilité, ce sera d'emblée la coronarographie. Donc, vous voyez quand même que au final, chez les patients entre probabilité intermédiaire et probabilité faible et modérée, on peut soit commencer par du scanner et se retrouver à faire de l'imagerie fonctionnelle ou alors vice-versa. Donc, c'est pas complètement, mais ça nous permettra en tout cas de faire la part des choses pour ceux qui auront un risque, soit une ischémie sévère sur l'imagerie fonctionnelle ou bien un au risque de maladie coronaire. Chez eux, il faudra aller au, aux tests invasifs, notamment à la coronarographie, alors que si ce n'est pas le cas, on peut, ce sera surtout la gestion des facteurs de risque, la qualité de vie et l'optimisation des traitements anti-angineux. Donc, une fois qu'on aura fait ça à l'imagerie, à la coronarographie avec la FFR et l'IFR, on saura si les lésions qu'on a sont significatives et nécessitent une revascularisation ou alors malgré tout ça, on peut arriver à ne rien retrouver. Malgré toutes ces investigations en coronarographie, on peut rien retrouver comme lésion obstructive, mais avec un malade qui reste tout de même symptomatique. C'est la raison pour laquelle il y a la notion d'ANOCA et INOCA est importante ici à connaître, à savoir ANOCA pour angina 8 non-obstructive coronary arteries et INOCA pour ischemia 8 non-obstructive coronary arteries. Ça représente quand même un gros pôle de malades chez lesquels on ne retrouve pas de lésions obstructives, mais qui restent tout de même significatifs. La plupart des temps, c'est pas de malades qui viennent avec des douleurs quand même des douleurs assez caractéristiques. Ce sera souvent de la dyspnée, surtout dyspnée d'effort ou bien dyspnée à l'émotion, au stress ou bien alors juste une gêne, mais qui garde quand même les autres caractéristiques en termes de localisation et d'irradiation qui s'améliorent avec l'arrêt de l'effort, mais déclenché à l'effort. Donc, c'est quand même un pool de malades important qu'on revoit quand même, qui vont parfois être amenés à revenir en salle, qui auront des coronarographies diagnostiques à reprise, mais jamais sans trouver de lésions si on ne va pas un peu de façon plus approfondie. Et on voit quand même que dans la grande majorité, ce sont des femmes et chez qui parfois les tests d'imagerie fonctionnelle vont retrouver de l'ischémie, mais sans lésion, quoi. Donc, il s'agit en fait, dans ce cas, des anomalies fonctionnelles de la microcirculation, de type défaut de vasodilatation ou bien
augmentation de la vasoconstriction, ça partant de la dysfonction endothéliale ou bien alors de l'hyper réactivité vasomotrice, quoi. Donc, il y a 6 grands groupes, en fait 6 sous-types qui ont été mis en évidence dans ce grand groupe. Et ça dépend vraiment du mécanisme qui est mis en jeu. Donc, ça peut être juste de la dysfonction endothéliale ou bien de l'angine microvasculaire ou alors de l'angine vasospastique. Parfois, les 2 peuvent être retrouvés en même temps et parfois sur les tests de vasoréactivité, la réponse peut être, inappropriée, ne permettant pas de faire la part des choses entre, un angine microvasculaire ou une angine, vasospastique. Donc, toujours est-il que ceci, arrive, on va dire comment? On y arrive ici parce que, ce sont des malades qu'on a vus, on est arrivé à, on ne retrouve pas de lésions significatives et en salle de cathétérisme, bon, est-ce que le malade on fait rentrer le malade? C'est tout l'importance ici de pouvoir faire les tests de vasoréactivité pour mettre en fait en évidence le type de mécanisme impliqué, dans, la dans la maladie microvasculaire ici. Donc, et à cette occasion, vu que en salle, ce qu'il faudra faire, c'est des tests de vasoréactivité par soit de l'adénosine, soit en fait, de l'adénosine ou de l'acétylcholine, pour pouvoir mettre en évidence le mécanisme qui est intriqué ici. Donc, euh, une fois qu'on a fait ça, on sait quand même que ce sont des patients qui ont une mauvaise qualité de vie. Donc, à la fin, c'est important de pouvoir poser le diagnostic parce que le type de traitement en dépendra en fait en fonction du mécanisme impliqué. Si ce sont les anomalies de la de la vasodilatation, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais toujours est-il que dans la plupart des cas, les bloqueurs classiques sont les médicaments qui passent quand même en première ligne et si il existe effectivement une dysfonction endothéliale, il faudra prendre en compte l'utilisation des statines et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Mais chez ces malades, le plus important, ce sera de pouvoir axer essentiellement la prise en charge sur la qualité de vie, la réduction et l'optimisation de leurs traitements visant à contrôler leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et pour les autres traitements, ce sera de pouvoir, pendant les consultations, bien savoir si les malades tolèrent les médicaments anti-angineux et pouvoir les adapter en fonction de la réponse aux malades. Donc, une fois qu'on a dit ça, la quatrième étape sera le traitement. Donc, chez les malades chez qui on a effectivement mis en évidence la maladie coronaire, on l'a caractérisée, il va falloir, discuter des modalités de traitement et qui dit traitement dit, amélioration des conditions de l'hygiène de vie et des facteurs de risque cardiovasculaire, l'optimisation des traitements médicamenteux parmi lesquels, ceux qui peuvent améliorer le pronostic et ceux qui peuvent améliorer les symptômes, notamment les anti-angineux, et de pouvoir rediscuter la méthode de revascularisation. Donc, s'agissant des facteurs de risque, de la réduction des risques cardiovasculaires notamment, c'est ceux qu'on connaît habituellement, donc l'optimisation de l'activité physique, l'optimisation des traitements médicamenteux pour les différents facteurs de risque, la réduction des comportements à risque, notamment réduction du tabac, arrêt du tabac et arrêt d'alcool. Donc, s'agissant du traitement médicamenteux, on a dit il y en a des traitements pour améliorer les symptômes et notamment les anti-angineux et ceux pour améliorer le pronostic, à savoir les antithrombotiques, les hypolipémiants, les médicaments contre l'obésité et les anti-inflammatoires. Donc, s'agissant des anti-inflammatoires, il y a quand même une large gamme. Heu, les principaux messages ici à retenir, c'est que, ça dépend effectivement du malade, ça dépend il faut pouvoir,
retrouver le médicament qui va bien au malade. Ah, c'est le médicament qui est impliqué dans le mécanisme qui explique la douleur du malade et de pouvoir avoir un médicament qui s'adapte, que le malade va tolérer, en sachant que ce sont des malades qui sont la plupart des temps polymédiqués, donc qui supportent certains et pas d'autres en tenant compte des contre-indications et de la disponibilité des médicaments. Et ce sont des malades qui, pour la plupart, n'utilisent pas un seul des médicaments. Donc, on sera obligé de passer par une étape, par des étapes par paliers, parmi lesquels les deux classes médicamenteuses les plus utilisées seront surtout les bêta-bloquants et les calciques. Euh, on doit tenir compte aussi, il faut toujours garder les médicaments, les dérivés nitrés à courte durée d'action pour améliorer les symptômes en cas d'angine. Donc, pour les médicaments antithrombotiques, la principale nouveauté ici, c'est tel qu'on connaît après revascularisation, si on a besoin d'utiliser une double antiagrégation plaquettée après, on va poursuivre habituellement avec de l'aspirine. Mais je pense que pour la première fois, l'une des recommandations qui est passée en classe 1, c'est la place du clopidogrel qui lui a été upgradé à la dose de 75 milligrammes journaliers en monothérapie, en alternative à l'aspirine au long cours. Donc, désormais, on peut se permettre avec assurance de mettre en première intention ou en alternative chez les malades qui ne tenaient pas bien le clopidogrel en monothérapie à la suite en fait, chez un malade qui a été revascularisé et au moment où on passe à la monothérapie. Mais en sachant que après pontage, l'aspirine reste toujours quand même la molécule qui est indiquée. Donc, ça c'est en termes de justificatif, qu'on va dire le rationnel de l'utilisation, c'est cette étude qui a comparé, qui a comparé l'utilisation de l'aspirine et du clopidogrel après en monothérapie au long cours après la durée pour voir le taux d'apparition d'événements. Et donc, parmi lesquels les critères étaient, le critère principal était un critère composite qui comprenait mortalité toute cause, infarctus non fatal, AVC et réadmission pour syndrome coronaire aigu et saignement majeur, pour lequel quand même on note quand même en bleu une réduction de l'événement chez les patients qui étaient sous clopidogrel, d'où euh, on peut dire que le clopidogrel ne fait pas moins bien, au contraire, il fait mieux. Et surtout, le facteur ayant pesé ici, là, c'est surtout le risque hémorragique. On se rend compte qu'avec le clopidogrel, on a moins d'événements hémorragiques par rapport à l'aspirine au long cours. Donc, ça peut être vraiment proposé. S'agissant de la stratégie antithrombotique au long cours, on reste sur effectivement double anti-agrégation après revascularisation. Maintenant, en tenant compte euh, initialement chez les patients qui n'ont pas d'indication à une anticoagulation au long cours, il faudra évaluer initialement le risque d'événements hémorragiques. Chez ceux qui sont à faible risque hémorragique, euh, ce sera double anti-irrigation pendant 6 mois et après monothérapie par l'aspirine au long cours. Tandis que si le risque hémorragique à ce moment est plutôt élevé, c'est au minimum 1 mois, mais on peut aller jusqu'à 3 mois de double anti-irrigation au long cours. Tandis que si, euh, si un malade a été revascularisé et qu'il a une indication c'est un malade qui a une indication à un traitement anticoagulant au long cours pour quelque cause, que ce soit notamment de la fibrillation atriale le plus souvent, c'est une trithérapie anticoagulante pour, pour une semaine. On arrête l'aspirine de façon précoce une semaine.
Et après, c'est pour la poursuite pendant 6 mois, notamment de l'anticoagulant et du clopidogrel pendant 6 mois s'il n'y a pas, si le risque hémorragique est faible et 12, on peut aller jusqu'à 12 mois si on a, si le risque ischémique est faible et on peut aller jusqu'à 12 mois chez les patients qui ont une forte probabilité, un fort risque ischémique. Et au-delà des 12 mois, on poursuit l'anticoagulation orale seule. Donc, c'est ça qui a été résumé sur cette diapositive et on voit bien que l'aspirine est, en fait, on voit les différentes molécules qui peuvent être utilisées de façon usuelle. Donc, pour le contrôle des facteurs de risque, notamment le traitement hypolipémien, peut-être ce qui, on reste sur les seuils de 0,50, de 55 milligrammes par décilitre ou bien une réduction de plus de 50% du LDL cholestérol comme objectif à atteindre, en sachant que l'acide bempedoïque est rentré quand même en force dans les recommandations, qui peut être utilisé chez les patients chez qui sont intolérants aux statines et chez qui on n'arrive pas à atteindre les objectifs avec les étimibes seuls. Et peut-être un peu moins si on n'arrive pas à atteindre les objectifs sous statine et étimibes, on peut rajouter l'acide bempedoïque dans le traitement. Gestion de la lutte contre des médicaments anti-obésité, c'est notamment la place des analogues GLP-1 chez les patients qui ne prennent pas, qui ne sont pas diabétiques. On montre quand même qu'il y a une indication à leur utilisation, notamment chez ceux qui ont un IMC au-delà de 27 kg par mètre carré, pour pouvoir et réduire le risque d'événements cardiovasculaires. Et ceci, le rationnel étant, cette étude avec le semaglutide chez les patients qui ont une obésité sans diabète, chez lesquels on avait quand même une réduction du risque, on avait une réduction d'événements cardiovasculaires de pratiquement 20% par rapport à, en cas d'utilisation du semaglutide versus placebo. Donc, les derniers médicaments utiliser, c'est notamment la colchicine, qui, comme médicament anti-inflammatoire, sur les deux études, notamment l'étude Lodoco et l'étude Colcott, qui ont montré quand même l'intérêt de la colchicine dans la réduction des événements cardiovasculaires après revasculaire chez les patients présentant une maladie coronaire chronique. Donc, ça, c'est en fait tous ces différents paramètres sont à prendre en compte, mais il faut savoir que pour améliorer le pronostic des malades, il faudra effectivement s'atteler à bien discuter de la maladie avec le malade, prendre en charge ses comorbidités, le faire comprendre sa part, son implication dans la maladie et pouvoir optimiser son observance au traitement et ceci en fonction des moyens disponibles dans notre environnement. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous avons terminé enfin par la stratégie de revascularisation qui reste quand même assez complexe, peut-être qui a été ici un peu simplifiée et donc il est question de pouvoir revasculariser pour les indications, c'est de revascularisation. Il faut pouvoir bien discuter de la technique à utiliser, de la modalité de revascularisation, de l'indication de la revascularisation. C'est des discussions qui vont se faire en hard team, tout autour du malade, et c'est une décision qui doit être partagée avec le malade et l'équipe médicale en lui expliquant bien compte les objectifs, les résultats attendus des techniques proposées et en fait, le devenir, le bénéfice, quoi. Quelles seront les stratégies de revascularisation? Pourquoi est-ce qu'il faut bien revasculariser ces malades? Donc, premièrement, ce sera pour améliorer le pronostic. Et deux, ça peut être pas juste, ça peut être pour améliorer les symptômes. Et on aura deux grands groupes de malades chez qui il faudra faire le distinguo. Donc, les,
les patients avec une fraction d'éjection au-delà de 35% et les patients avec syndrome coronaire avec une fraction d'éjection à 35%. Avant de pouvoir décider de la stratégie, il va falloir, une fois qu'on aura acté en fait la stratégie de la revascularisation, il va falloir décider de quelle stratégie utiliser. Ça passe par une évaluation initiale et cette évaluation devra bien tenir compte du risque opératoire, périopératoire, notamment dans le cadre du pontage, ensuite en utilisant le score STSS, ou alors en utilisant le score syntaxe pour évaluer la complexité anatomique des lésions coronaires, en sachant que pour toutes les fois où on aura à aller en coronarographie, il faudra bien s'aider des techniques d'imagerie endocoronaire euh, pour améliorer la caractérisation anatomique des lésions complexes. À chaque fois, tout de même, les mesures hémodynamiques devront être faites, notamment FFR et IFR. Donc, comment est-ce que se fait le choix de la stratégie de revascularisation? Il faudra bien discuter en fonction du profil du malade, en fonction de l'anatomie, en fonction de comment est-ce que la procédure va se passer, de la fraction d'éjection, des préférences du malade et surtout du résultat attendu. Donc, euh, si on se base sur la complexité anatomique que les différents éléments, qu'est-ce qu'on dira, les éléments qu'on prendra en compte essentiellement, c'est chez les patients qui ont une fraction d'éjection à plus de 35%, ce sera essentiellement lésions significatives du tronc commun, les patients pluritronculaires, les patients monobitronculaires avec une atteinte de l'IVA proximale initialement. Tandis que chez les patients avec une fraction d'éjection à moins de 35%, il faudra, en plus des différents éléments qu'on a dit, se mettre en tête que si le risque chirurgical il est bas, si le risque chirurgical il est bas, il faudra préférer le pontage. Donc, euh, une fois qu'on a dit ceci, donc pour les modalités de revascularisation, pour les lésions du tronc commun qui seront à bas risque chirurgical, on préférera notamment un pontage si les lésions sont complexes. Par contre, si elles sont de faible complexité, c'est-à-dire avec un score de syntaxe inférieur à 22, l'angioplastie percutanée et le pontage qu'on n'a rien se valent. Dans les lésions à complexité intermédiaire, la technique est discutable, en sachant que le pontage et l'angioplastie percutanée se valent. Quand il s'agit des lésions du tronc commun avec une atteinte pluritronculaire, si le risque chirurgical est bas, il faudra préférer un pontage. Si c'est une atteinte pluritronculaire chez les malades diabétiques, le pontage a un meilleur résultat par rapport à l'angioplastie percutanée. En cas d'atteinte pluritronculaire chez les patients qui n'ont pas de diabète, il faudra effectivement privilégier le pontage, mais si on a des lésions de complexité faible ou intermédiaire, ça pourra se faire par voie percutanée. Dans les lésions mono et bitronculaires, incluant le tronc commun, ici il faudra, on discutera principalement la le pontage en fonction des résultats attendus. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, nous avons terminé sur la revue et on se rend bien compte que beaucoup de paramètres sont à prendre en compte pour la stratégie, mais le plus important, c'est de pouvoir retenir que c'est vraiment une approche par étapes. Il faut
qu'il faut pouvoir faire de façon minutieuse pour pouvoir, déterminer, en fait, effectivement, quel est l'examen approprié pour quel malade, quelle est la stratégie thérapeutique appropriée pour quel malade et qu'est-ce qu'on propose finalement, au malade qui est devant nous. En sachant que, hem l'un des points majeurs qui a été pris et qui a été mis en avant ici, dans ces recommandations du point de vue diagnostic, c'est vraiment la place centrale que le coroscanner, prend dans les dans la stratégie, diagnostique. Donc sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur.